Je suis très content de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Le thème cette année, c'est Rassemblons-nous Canada, des liens plus forts, une meilleure santé mentale. C'est quelque chose qui vient à point à cette époque pleine de défis et on est tous et toutes ensemble d'un océan à l'autre pour célébrer nos communautés qui s'épanouissent et aussi pour reconnaître la réalité des défis auxquels on fait face dans nos communautés et tout le travail qui est fait pour répondre aux besoins de nos communautés et pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Et la semaine de la santé mentale est un moment important qui nous permet de reconnaître le travail qu'on a fait, mais aussi celui qui reste à faire, les occasions qu'on a et de renforcer nos liens ensemble et de travailler pour faire progresser la santé mentale. Alors, la séance est enregistrée. On a plus de 600 participants avec nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous remercier d'être avec nous et merci de prioriser cette campagne importante qui a lieu cette semaine et de faire partie de cette discussion importante. Le webinaire se déroulera en anglais, mais nous avons un interprète qui traduit en temps réel nos propos. Donc, vous pouvez aller euh, au globe, au bas de Zoom, cliquez sur le globe et cliquez sur anglais ou français. Si vous avez des questions tout au long de cette heure, veuillez les écrire dans le clavardoir, dans le chat. C'est toujours inspirant pour nous de vous entendre. Alors, lançons le bal de façon appropriée. Je commence par reconnaître que le Bureau national de l'AXIM, qui est à Toronto, bureau de l'Association canadienne de santé mentale, et sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, y compris celles des Mississauga de la Rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas et les Haudenosaunee, ainsi que des Wendat. Et maintenant, le lieu de vie de nombreuses nations inuites métisses. Nous reconnaissons que Toronto est régi par le traité 13, signé avec les Mississauga de la Rivière-Crédit, et le traité Williams, signé avec de nombreuses bandes de Mississauga et avec les Chippewas. Alors, c'est un moment opportun pour réfléchir à cette histoire. Je suis ici à Toronto, mais en général, je suis à Winnipeg, régi par le traité 1. Donc, je voulais euh, le mentionner. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'Association de la santé mentale, l'Association canadienne pour la santé mentale, je vous explique que notre historique a été fondée en 1918. Nous sommes la fédération à but non lucratif œuvrant pour la santé mentale la mieux établie au Canada. Nous sommes l'organisation de la communauté de la santé mentale du Canada. Nous sommes présents partout au Canada et d'ailleurs dans 330 communautés dans toutes les provinces et au Yukon. Et nous avons plus de 8 000 employés et nous travaillons avec 11 000 plutôt, bénévoles qui soutiennent les programmes visant à prévenir les problèmes de santé mentale, à développer la résilience, à soutenir les gens qui sont aux prises avec l'itinérance, la toxicomanie, d'autres problèmes de santé. Mais ce qui englobe tout ça, chapeau tout ça, c'est ce désir de permettre à ces gens de vivre la meilleure vie qui soit. Alors, c'est un honneur que de pouvoir organiser cette 75e semaine de la santé mentale. Alors, on va parler aujourd'hui des liens et nous avons avec nous Andrea de Geneviève qui est co-commanditaire de l'événement. Mais le travail des liens sociaux croît dans notre pays et partout dans le monde. De plus en plus, on reconnaît les effets de la solitude sur nos communautés, nos familles et sur notre bien-être en général. Donc, je sais que cette campagne est vraiment allée chercher les gens cette année. Et je suis très contente que ce soit le commencement d'une conversation profonde et durable qui sera suivie d'actions. Parce que tout doit mener à des actions, à des gestes tangibles. Et c'est ce qu'on essaie de faire ensemble, de créer ce mouvement pour faire progresser les liens sociaux, le bien-être social et la santé mentale
en général. Alors, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Andrea, j'aimerais donc prendre un moment pour vous présenter en tant que co-animatrice. Hum, donc, je suis très contente que Malvive soit avec nous sur cette campagne exceptionnelle cette année. Dans votre rôle en tant que directrice de la responsabilité sociale pour la Fondation Malvive, et on sait que vos mots éclaireront le leadership votre organisation sur ce sujet important. Ça fait plusieurs années que vous travaillez dans ce domaine. Vous soutenez des individus, des organisations en fait, en misant sur la responsabilité sociale et à aider notre secteur à s'épanouir. Merci pour le travail que vous avez fait et que vous continuez à faire. Alors, je vous passe la parole. Merci énormément pour cette belle présentation, Marion. Merci à l'équipe, à Laxim de nous avoir aidés. Au nom de la Fondation Malvive, merci d'organiser cette euh, conversation. Et je suis aussi avec mon équipe toute dévouée. Cette équipe travaille très fort pour mieux comprendre les besoins de nos communautés. C'est un honneur pour nous d'être ici et une source de fierté pour nous de faire partie de cette conversation. Malvive est une organisation qui travaille avec le public et d'autres organisations qui fournit du soutien aux communautés pour qu'elles puissent fournir des soins primaires et de santé. Melvive a fondé la Fondation Melvive euh, en 2011. Elle le soutient depuis 2011 pleinement. Et la Fondation a investi plus de 46 millions de dollars pour améliorer le bien-être et réduire les obstacles en matière de soins. Et on va dépenser encore plusieurs millions d'ici 2030. Alors, c'est un honneur pour nous d'être invités à cette table. On a lancé un projet en 2025 visant à examiner notre impact à la Fondation. Et on se concentre sur l'activité physique, l'alimentation et le soutien à la santé mentale. Mais en examinant nos impacts, on constate que le fil conducteur, c'est l'amélioration des liens sociaux. On en entend souvent parler parce que les programmes qu'on soutient offrent des services de façon différente, mais grâce à ce soutien, les gens se sentent liés à leur communauté, ont des liens sociaux plus solides et commencent à regagner une certaine confiance en eux et en leur communauté. Donc, le mois prochain, on a l'intention de lancer un programme où le lien social sera le fil conducteur principal. On va le faire pour les aînés, les jeunes et notre personnel de la fonction publique qui fait face à des défis uniques en matière de santé mentale et d'isolement. Parce que l'isolement en soi peut être un obstacle à l'accès aux soins. Vous avez entendu des jeunes qu'on soutient que c'est très important pour eux de rebâtir ces relations de confiance avec des adultes, de trouver des gens en qui ils ont confiance avant même d'aller chercher des soins lorsqu'ils en ont besoin. Pour les fonctionnaires, c'est une histoire semblable. Leurs expériences du traumatisme leur viennent peut-être du travail et ne peuvent pas toujours demander de l'aide. Ils ont peut-être peur de demander de l'aide à cause des répercussions qu'ils ou des représailles qu'ils pourraient avoir. Et aussi parce que leurs fournisseurs de soins euh, les fournisseurs de soins sont aux prises avec le même problème. Pour les aînés, la situation est différente. Ils font chercher de l'aide, mais ils ne savent pas toujours vers où se tourner. Donc, nos collègues à Medavie, Service de santé Medavie, nous indiquent que sur une période de 6 mois, ils peuvent recevoir plus de 2000 appels où un aîné cherche du réconfort. Donc, ces gens veulent quelqu'un qui les écoute, qui les voit, et le seul moyen qu'ils trouvent pour trouver quelqu'un, c'est d'appeler à cette ligne 1-800. Donc, la Fondation Bellevue veut peaufiner sa stratégie pour prioriser ces trois populations, les jeunes, les aînés et les fonctionnaires de la sécurité publique, et miser sur le bien-être et les liens sociaux. Pour nous, c'est l'activité physique, l'alimentation et les liens sociaux. Ces trois éléments ensemble nous permettront d'éliminer les obstacles à l'accès aux soins que vivent ces trois populations. Donc, pour nous, cette conversation ne pourrait pas être euh, plus opportune parce qu'elle est très importante et c'est un plaisir pour nous d'être ici, de faire partie de tout ça. Alors, merci à l'équipe encore une fois et je repasse la parole avec Marianne. Merci, Andrea. Je suis certaine que
bon nombre des gens qui viennent de vous entendre sont emballés et ont très hâte de voir ce type d'occasion se matérialiser. Et ces investissements dans nos communautés, dans notre pays, c'est très emballant. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Alors, un plaisir pour moi de vous présenter un panel d'amis. C'est spécial pour moi parce que chaque membre de notre panel est une ou un de mes amis. Je suis très emballé parce que pour moi, ça souligne la force de ce travail et qui est mise sur les relations. On se soutient les unes les autres dans ce travail. Donc, c'est un très beau moment pour moi d'avoir avec nous ce panel qui choisissent d'être mes amis parce que je les connais depuis de nombreuses années. Et donc, j'aimerais vous présenter Rebecca Shields, la nouvelle PDG à la ligne euh, 1-800 d'aide aux jeunes, Kids Help Phone. Elle est dans ce secteur depuis longtemps. Elle fait ce travail depuis 25 ans et elle a des effets bénéfiques, de nombreux effets bénéfiques sur toutes nos communautés partout au Canada pour faire progresser l'équité, mais aussi à soutenir les jeunes. Et Rebecca m'a dit quand elle a accepté ce poste, en fait, quand elle m'a dit qu'elle acceptait ce poste, je lui ai dit, je pense qu'il n'y a personne de mieux que vous, Rebecca. Elle est l'ancienne PDG d'une direction générale de l'AXIM, donc elle connaît bien l'AXIM et c'est une leader en santé mentale communautaire. Donc, on est content de l'avoir. Nous avons aussi la ministre Bernadette Smith. Je suis très contente que vous soyez avec nous. Je ne veux pas prendre trop de temps à vous présenter, mais la ministre Smith est une championne de la santé mentale depuis longtemps. Bien qu'elle a une formation d'éducatrice, d'enseignante en classe, elle se concentrait sur la santé mentale des enfants et des jeunes. C'était une de ses priorités. Et quand elle a été élue pour la première fois, elle représentait la communauté de Point Douglas en 2017. J'ai appris à la connaître et elle était la chef de l'opposition officielle et elle est venue nous rendre visite à l'AXIM souvent. Elle a pris connaissance des enjeux dans nos communautés et maintenant c'est la ministre pour le logement, l'itinérance et l'itinérance, oui. Donc elle a tiré parti de cette expérience, ces idées pour faire une différence au Manitoba. La ministre Smith a fait de grandes réalisations et je sais qu'on peut toujours compter sur elle pour nous soutenir, soutenir nos communautés et évidemment pour soutenir ceux et celles qui ont été perdus, qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas voix au chapitre. Alors, merci pour tous vos services, Madame Smith. Et ensuite, Pete Bambaki, mon nouvel ami, on s'est rencontrés hier, il m'a envoyé le T-shirt et j'ai l'impression que vous êtes un enfant dans un corps d'homme. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes un leader de changement social, fondateur et PDG de Genwell. Et on travaille sur ces idées de santé sociale, lien humain et ce que ça peut apporter dans nos vies. Alors, merci d'être avec nous. Mais nous allons utiliser le reste du temps que nous avons pour lancer cette conversation très importante. Commençons par une invitation à la ministre Smith et lançons le bal du point de vue d'une décisionnaire. Quel rôle jouent les gouvernements et comment est-ce que ça se matérialise dans le développement de liens sociaux? Merci, Marianne. Merci aussi à Andrea de co-animer cette euh, séance. Et merci à toutes celles et tous ceux qui sont en ligne. Et merci pour cette déclaration territoriale. Et félicitations, Rebecca, pour votre nouveau rôle. J'ai hâte de travailler avec vous et je suis certain que vous apporterez des changements importants. Les gouvernements jouent un rôle important, mais nous ne sommes pas le seul acteur. Nous créons le terreau fertile pour le changement, mais nous sommes un des partenaires dans cet écosystème. Et je le dis parce que nous ne sommes pas euh, au centre de l'échiquier. Nous venons à la table de discussion, nous écoutons les autres, nous écoutons les histoires, les solutions et les idées.
que les gens apportent à la table. Et nous prenons ces éléments et les utilisons pour apporter des changements. Les idées viennent de la communauté. Et c'est la communauté qui voit les écarts, les enjeux, les manquements et qui choisissent les changements apportés dans leur communauté. Il s'agit de réunir des gens, c'est mon rôle. Il s'agit de les écouter, faire en sorte que leur voix porte haut et fort. L'Axim fait un excellent travail dans ce domaine. Vous réunissez des gens et vous faites en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et on sait qu'il y a beaucoup de systèmes, des systèmes qu'on change. On a changé beaucoup de systèmes en fonction de ce qu'on avait entendu des gens qui vivent en première ligne, des gens dont les besoins n'étaient pas comblés. Par exemple, vous parliez des itinérants qui ont des besoins non comblés en santé mentale. Donc, on veut non seulement loger les gens, mais on veut s'assurer qu'il y ait du soutien dans ces logements pour que la santé mentale des gens soit protégée, leurs besoins en la matière soient comblés. C'est un des nombreux exemples que je peux vous donner. On doit créer les conditions pour que ce soit possible. Il s'agit de déstigmatiser, éliminer la stigmatisation et la discrimination dans ces systèmes et créer ou mettre en place les conditions où on peut travailler à rebours pour s'assurer que ces systèmes sont un endroit où les gens se reconnaissent et un endroit où ils peuvent obtenir le soutien et les ressources dont ils ont besoin et où ils peuvent aller chercher de l'aide. Alors, l'enjeu, c'est la communauté. Nous, on est un acteur qui prend ses idées et ses solutions et qui les exécute. Merci. Entendre la communauté, écouter les communautés, ensuite écouter les solutions qu'elles nous proposent. C'est la clé. C'est là qu'on constate qu'il y a des solutions dans nos communautés et réussir à les appliquer, en tirer parti et créer des occasions de transformation. C'est là que la magie s'opère et c'est très emballant. Quand vous réfléchissez au rôle que vous avez joué en tant que leader, Madame la ministre, et étant donné notre rôle important et essentiel sur la vérité et la réconciliation, pouvez-vous nous expliquer comment les approches axées sur la culture en ligne, notre réaction à la santé mentale, l'injustice sociale, mais dans cette perspective culturelle, quels sont vos conseils pour tout le monde ici qui veulent bien travailler, soutenir la communauté, soutenir la guérison et quel rôle peut jouer la culture? Eh bien, tout est axé sur les relations. Tout le monde le sait, je pense. Aller chercher les gens, aller les rejoindre où ils se trouvent. Et peu importe ce qu'ils veulent. C'est pas tout le monde qui vient de la même culture. Quand j'enseignais, j'allais dans des communautés, j'ai enseigné dans une école secondaire. Souvent, les gens, les jeunes venaient dans ma classe et venaient des communautés éloignées. Donc, on allait visiter la communauté euh, de temps à autre, à plusieurs jours de voyage. Et ces enfants étaient loin de leurs parents. Ils passaient beaucoup de temps dans notre classe. Donc, quand j'allais les rencontrer dans leur communauté, certains étaient chrétiens, d'autres avaient des croyances autochtones. Et bon nombre d'entre eux n'étaient dans aucune de ces catégories. Donc, il s'agissait d'aider les jeunes et les adultes à naviguer selon leurs besoins à eux. Donc, j'aime rencontrer les gens chez eux et aller les voir chez eux et les aider à naviguer vers leurs objectifs. Quand j'étais, en fait, c'est pas avant l'âge de 23 ans, j'ai grandi dans le nord de la ville. C'est pas avant 23 ans que j'ai commencé à prendre connaissance de mes racines autochtones. Je savais que j'étais autochtone, mais j'avais pas accès à ma culture, au foin d'odeur, aux aînés. Quand je suis retourné aux études à 23 ans, c'est là que j'ai fait brûler du foin d'odeur pour la première fois. C'est la première fois que j'ai eu accès à une cérémonie. Et ça m'a vraiment aidé
me trouver, moi, en tant que femme autochtone. Et ça m'a mis sur le chemin de la guérison et de recherche de l'identité. Donc ça, c'est mon chemin à moi. Mais ce chemin est différent pour chaque personne. Et je sais que pour ces gens, les relations sont très importantes. Il faut leur donner accès à ce qu'ils cherchent. Donc c'est essentiel de leur donner plusieurs options. Quand je travaillais à Marymount, à cette école, il y avait des cours à options pour les jeunes, comme du reggae. Il y avait un club social pour les jeunes qui voulaient pas aller à l'église ou faire jouer du tambour ou brûler du foin d'auteur. Il y avait du yoga aussi. Donc, il y a de nombreuses options qu'il faut offrir qui permettent de se débarrasser de son énergie négative et d'intégrer l'énergie positive. Donc, il s'agit d'avoir des options, d'offrir des options aux gens, aller les rejoindre là où ils se trouvent et leur faire comprendre qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont un espace sûr et que vous les aidez à développer leur confiance en soi, leur confiance en vous et un endroit où ils ne sont pas jugés, un espace sûr. Eh bien, ça explique très bien la variété du bien-être psychologique. Ça inclut le bien-être psychologique, culturel, euh, social, etc. Quand je pense à cette approche holistique, multidimensionnelle, et je pense à votre dernière annonce, c'est les conversations que vous avez eues sur la médecine pour les Autochtones. Mais c'est une chose dont on entend beaucoup parler, mais vous l'avez dit d'une façon très éloquente. Pouvez-vous nous parler de votre approche au Manitoba? Tout le monde travaille euh, du fond du cœur. Il s'agit d'aider les gens et les aider avec compassion. Et il s'agit, eh bien, on parle d'un continuum. Il s'agit de les amener d'une tente à une maison, les réunir avec leur famille, euh, leur permettre de trouver un logement stable, les mettre sur le chemin du bien-être psychologique. Peu importe ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent réussir dans leur vie, même si euh, c'est seulement de retourner dans la communauté, les mettre en relation avec une personne qui les rend en sécurité dans leur vie, c'est important. Il s'agit de mettre l'humain au cœur de tout ça. Il ne faut pas avoir une approche généralisée. La situation est différente pour chaque individu. Alors pour moi, les choses ont été différentes euh, parce que je suis un individu. Donc chaque personne a sa méthode. Donc il faut avoir une approche individualisée. Il faut avoir un programme adapté à chaque personne qu'on tente d'aider. Et faire en sorte que tout le monde se porte bien. Parce que s'il y a une personne qui va pas bien dans le groupe, eh bien, ça va pas bien pour le groupe, donc pour les autres individus. Donc, c'est correct d'aller chercher de l'aide, du soutien. Il faut s'assurer que ces soutiens sont là. On a beaucoup de travail à faire et on va continuer de faire ce travail. Mais on va le faire ensemble. Et on a beaucoup d'excellents partenaires, des champions, des personnes exceptionnelles qui sont venues à la table, qui sont prêtes à soutenir et à marcher main dans la main avec ces individus. On est très reconnaissant d'avoir des partenaires exceptionnels comme ceux qu'on a pour faire le travail qu'on fait, pour soutenir les gens, aller les rejoindre là où ils sont, que ce soit par des actions en bien-être psychologique, en approche pour loger les gens, leur trouver plus de logements,
en ligne parce que le logement est un déterminant de la santé et du bien-être. Donc, il s'agit de s'attaquer aux enjeux qui minent le bien-être des gens. On ne peut pas faire ça seul, évidemment. On le fait ensemble. Alors, tout le monde est sur le pont et tout le monde rame dans la même direction. Merci pour ces bons mots. On apprécie votre présence avec nous dans ces efforts. On sait qu'il vous reste peu de temps. Merci infiniment pour le travail que vous faites. Et je m'excuse, je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion, mais j'aimerais vous remercier toutes et tous pour le travail que vous faites. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire ça seul. Ça prend un effort collectif de nous toutes et tous pour se soutenir. On est un village. Le Canada est un grand village. La planète est un village. Et je vous envoie beaucoup d'énergie positive, des câlins et beaucoup d'amour. Alors, bonne journée et bonne rencontre. Merci. Au revoir. Et je vous passe la parole maintenant. Voix nationale dans le domaine du lien social. J'ai hâte d'entendre votre réponse à ça, mais dites-nous pourquoi les liens sociaux comptent et quel effet bénéfique ils ont sur le bien-être de l'individu. Pete. Moi, je pense que je vais commencer par dire qu'on doit reconnaître qu'on n'a jamais éduqué quiconque officiellement sur la force du lien humain. Ça fait 25 ans qu'on dit aux gens, faut pas fumer, faut pas boire, buvez assez d'eau, mangez bien, dormez, faites de l'exercice. 50 ans plus tôt. Mais quand on commence à comprendre les effets de l'aspect psychologique sur l'individu, que ce soit chez un jeune ou une personne qui est aux prises avec des idées suicidaires ou des risques plus élevés suicidaires, eh bien, on se rend compte que la dimension psychologique est tout aussi importante que la dimension physique. Et il faut aider les gens sur le plan académique, professionnel, social et autres. Donc, chez certains adultes, il y a un risque de diabète de type 2, pensée suicidaire, obésité, cancer, addiction, autres. Les complications négatives se multiplient, mais puisqu'on n'a jamais aidé les gens à comprendre l'importance des liens sociaux, eh bien, si vous êtes chanceux, vous avez grandi dans une famille où vous étiez apprécié, peut-être que vous mangez ensemble tous les soirs, ou vous aviez un rituel dans votre famille. Mais maintenant qu'on a éduqué les gens pendant 50 ans sur l'activité physique, peut-être que le moment est venu de commencer à les éduquer sur le fait qu'il faut comprendre non seulement les éléments négatifs, mais aussi les éléments positifs. On se concentre toujours sur les éléments positifs et la solution. Et ça, c'est le plus grand contributeur à- en fait, le bien-être psychologique, est le principal contributeur au bonheur. Donc, individuellement, on peut se concentrer sur les complications négatives à long terme, mais surtout, reconnaissons que même la présence un contact avec un étranger ne changera pas nécessairement votre vie, mais votre journée. Donc, on en a parlé l'autre jour, la campagne Parler à un étranger, parler à un inconnu. J'ai eu cette conversation avec des gens. C'est puissant que de dire bonjour à un inconnu et leur visage s'illumine. L'expérience d'être vu est très puissante. Alors, merci de nous en rappeler. Rebecca, vous êtes une des personnes les plus amicales que je connais. En tant que nouvelle PDG de Kids Help Phone, qui tient ses racines dans la santé mentale. Dites-nous pourquoi les liens sociaux sont importants pour la santé mentale, surtout chez les jeunes, et pourquoi vous voulez faire partie de cette initiative. Je pense que Pete a très bien mis la table sur le rôle des liens sociaux dans notre bien-être. Et on dit que la solitude chronique, c'est l'équivalent de fumer un paquet de cigarettes par jour. Mais il faut reconnaître que ça fait partie de l'expérience humaine. C'est normal de se sentir seul. Mais lorsque ça devient chronique, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chronique? Où est-ce que ça commence? Eh bien, pour moi,
Il faut comprendre qu'on doit s'attaquer aux problèmes précocement chez les jeunes pour ne pas euh, avoir de situation de solitude chronique. On en parle beaucoup parmi notre population d'aînés, mais aussi il faut penser à éliminer le sentiment de solitude chez nos jeunes également. Une des parties intéressantes de ces études, une étude notamment qui a été menée en 2011 par Messiah Dell, dans cette étude, ils ont compris que l'expérience de la solitude est individuelle et environnementale. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, les gens vont avoir des expériences individuelles. Et ça peut être à cause des façons dont ils ont été euh, élevés et leur expérience de la solitude à l'époque. Donc, certaines sociétés ont beaucoup de solitude, d'autres moins. Parce que ça dépend de la façon dont on vit la solitude. Mais de l'autre côté, ce qui me passionne beaucoup, et la ministre en a parlé, quelles sont les conditions qui contribuent à ce que les gens se sentent seuls? Et elle a parlé d'une chose. Est-ce que les gens ont des lieux pour se réunir? Ont-ils accès à ces lieux? Quelle est la culture sur le sentiment d'appartenance euh, à un espace et quel est l'environnement social autour de ça? Donc, je me suis penché sur ce qu'on observait et ce qui n'est pas surprenant, c'est que on a 500 000, une personne ordinaire a 500 000 interactions humaines par année et 20% de ces interactions sont caractérisées par la solitude, le sentiment qu'on n'a personne à qui parler. Et ça, c'est chez les hommes, les garçons, les femmes et les filles. Il y a des expériences genrées autour de nous qui expliquent pourquoi ça a lieu. Donc, c'est universel. Donc, au Canada, la solitude chronique, c'est entre 11 et presque 20% de la population. Mais pensez-y, les jeunes représentent 22% de ce chiffre, ce qui est immense. Les autres choses qu'on apprend à Kids Help Phone, Ligne d'aide Canada, c'est que les gens appellent, quand ils se sentent seuls, ils appellent pour parler à quelqu'un. Mais surtout, comment maintenir ces liens. C'est une conversation qu'on lance aujourd'hui et on doit déterminer notre rôle pour rejoindre les jeunes et comprendre leur situation pour combler ces écarts. Et comme l'a dit Pete, trouver les solutions qu'on peut créer ensemble avec vous et ce que ça signifie pour leur apprentissage. Aussi pour savoir vivre dans un monde, ou en fait évoluer d'un monde où on ne retournera pas. Alors, comment établir des liens de façon à s'adapter à l'époque d'aujourd'hui pour que vous puissiez inculquer un sentiment d'appartenance fort chez cette personne qui se sentira bien entourée. C'est important de faire partie de quelque chose qui a un certain sens. Et, et l'important, c'est de soutenir les jeunes dans des situations qui sont illogiques pour eux parfois. Donc, on va faire ce travail ensemble. Pete, je vous pose la question maintenant. Quelles sont les conversations qui ont lieu en ce moment dans ce travail? Vous avez beaucoup parlé de travail de prévention. Alors, considérons que les liens sociaux sont la base du bien-être. Pouvez-vous nous dire comment les systèmes sanitaires et de santé mentale doivent s'adapter et comment on doit travailler différemment ensemble pour faire ce travail dans les communautés, pour réaligner les priorités et peut-être que la façon dont les choses sont organisées à l'heure actuelle ne fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait. Alors, quelles sont vos idées et perspectives? Marianne, on en a parlé hier, vous et moi. La grande majorité des efforts de notre système vise à soutenir les gens après qu'ils soient tombés malades ou en crise. Pour nombre de personnes, on dit on n'a pas de système de santé, on a un système de maladie. Et puisqu'on a des gens instruits sur la solitude, ce qui est la cause et ce qu'on peut en faire. Souvent,
on attend trop longtemps avant de diagnostiquer quelqu'un avec la dépression ou autre, et après, on sait comment les traiter. Mais on ne sait pas faire les choses avant qu'ils aient leur diagnostic. C'est ça le problème. Je pense qu'on disait tantôt que 3% des investissements vont dans la prévention. 3% du budget de la santé va dans la prévention. La santé mentale, eh bien, on n'a pas investi d'argent là-dedans, sauf un peu dans la conversation sur la santé, dans la foulée de la conversation sur la santé mentale. Mais si on veut, pour répondre à Rebecca, améliorer la vie des Canadiens, la solution, c'est pas simplement de permettre aux gens qui sont chroniquement seuls de devenir plus sociables. Il s'agit de s'adresser à 41 millions de Canadiens, Canadiennes pour qui se disent, Hey, je pourrais faire partie de la solution. Je peux interagir avec mon voisin, avec un aîné. Comme on l'a découvert hier, Marion, si je commence une conversation profonde avec quelqu'un, j'ai pas besoin de téléphone. Donc, plutôt que de se pencher sur le problème, il faut se pencher sur la solution. Alors, on a créé 6 campagnes nationales. C'est une excuse, un rappel et une permission de tendre la main à quelqu'un et dire, je fais partie de la solution. On peut attendre que des systèmes soient mis en place, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Maintenant, si on donne le pouvoir aux individus de dire qu'ils font partie de la solution, eh bien, on pourra commencer à se rapprocher des changements systémiques plus imposants parce qu'on donnera à tout le monde la capacité d'agir. Donc, c'est un appel à l'action pour nous toutes et nous tous. On peut tous et toutes faire partie de la solution dès aujourd'hui. Nous, les 600 membres de l'auditoire, de l'assistance, quelles sont les autres considérations sur le renforcement des liens sociaux qui se fait de façon incrémentielle? Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, dans votre vie? Parler d'une anecdote où quelqu'un vous a tendu la main et a eu un impact avec vous, sur vous. Eh bien, je vais souligner ce que Pete a dit. Je pense que c'est très important. On a lancé le premier cadre canadien se penchant sur la façon dont les communautés peuvent co-créer, comprendre, créer leurs propres solutions pour s'adresser aux enjeux d'appartenance. Ça, c'est ce qu'on peut faire en communauté. Mais il y a une autre question. Donc ça, c'est une approche de la communauté pour s'attaquer à ces conditions. Ensuite, il y a l'approche individuelle. La première chose qu'un clinicien vous dira, c'est est-ce que vous faites du bénévolat? C'est très difficile pour les gens de demander de l'aide. Extrêmement difficile. Mais je vois des gens qui ont des défis aigus ou une très mauvaise journée et ils vont aller aider quelqu'un. Alors, la chose qu'on entend constamment sur les jeunes ou des jeunes, c'est ah, je suis inquiet pour mon ami. Comment, je suis inquiet pour ma mère, mon frère, ma soeur. Comment leur donner du soutien? Donc, il y a un besoin pour ces jeunes de soutenir leurs amis, un besoin de se sentir important. Des fois, c'est difficile de demander de l'aide, mais de se porter volontaire pour aider quelqu'un et de donner son temps euh, pour quelqu'un, et c'est là qu'on noue des liens. Donc, la première chose, quand on se sent mal, je dis, allez aider quelqu'un. C'est d'une pierre deux coups, parce que vous aidez quelqu'un et vous vous aidez vous-même en même temps. Donc, cet acte de générosité est un excellent départ. C'est là qu'on commence la conversation pour nous et pour les gens pour qui on est inquiet. Alors, c'est un bon point de départ. Pour vous en particulier, on sait, quand on parle des jeunes, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, ce sont deux approches différentes. Il faut aller les chercher où ils sont. On pense aux écoles, aux clubs d'art ou autres. Il faut aller les chercher où ils sont.
Quand vous êtes dans un lieu rural, vous pouvez être une bouée de sauvetage. Donc, il faut équilibrer notre pensée sur la façon de soutenir et l'importance de comprendre comment une personne peut s'inscrire dans le monde d'une autre personne sans la démoniser, la stigmatiser et comprendre comment elle peut être une solution pour cette autre personne. Et on doit permettre aux jeunes d'avoir leur propre perspective là-dessus. C'est un rappel puissant. Et la ligne jeunesse, j'écoute, peut jouer un rôle capital dans tout ça. Oui, quand on pense aux jeunes dans le nord, dans les lieux éloignés, reculés du pays, ils sont pris avec des défis. Ils se sentent peut-être seuls. Bon nombre de nos communautés sont dans des contextes nordiques, sont éloignés. Et ce qui m'inquiète, c'est que nos politiques, nos idées sur l'ensemble de l'œuvre ne sont pas toujours adaptées à la situation de ces jeunes. Aussi, 78% des jeunes qui appellent Jeunesse, j'écoute, racontent une chose qu'ils n'ont dit à personne d'autre. Et il y a quelque chose ici, il s'agit d'établir un lien. Et ces jeunes-là ont peur de se faire juger dans leur propre communauté. Surtout quand on vit dans une petite communauté rurale éloignée, c'est difficile de s'exprimer. Euh, et 57% viennent, en fait, nous appellent à Jeunesse J'écoute pour des enjeux d'identité, peut-être des enjeux LGBTQIA+. Mais encore une fois, il est peut-être là le lien par les médias sociaux, par des groupes sociaux ou en personne pour trouver des gens qui peuvent comprendre l'expérience où on essaie de déterminer qui on est. Et c'est important d'être fier de qui on est. Et ça, c'est important pour tout le monde. Moi, en 92, je suis sorti du placard, c'est avant Ellen, c'est avant Internet. J'ai dû trouver mon réseau social. De cette façon, c'est très beau que les gens puissent trouver leur communauté en ligne plus facilement de nos jours. Mais ils ont quand même besoin de liens en personne. Il faut des liens tangibles pour trouver qui on est, qui sont les jeunes et les soutenir. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de les soutenir pour qu'ils puissent être fiers d'eux et passer à la prochaine étape de leur vie. Je pense que c'est exceptionnel. Et trouver un lien entre les identités, ou trouver son identité et se la réapproprier, ça peut être une aventure d'une vie. Et nos jeunes sont au balbutiement de leur vie. Alors, je me demande comment bâtir une communauté, comment trouver sa communauté dans ce monde. Je pense aux adultes plus âgés, aux adultes qui travaillent en ligne et à l'impact que ça peut avoir. Je pense au travail important qui doit être fait sur la mise en relation de plusieurs personnes et la création d'une communauté. Donc, pensons à la théorie qui alimente leur compréhension du bien-être social et de passer à l'action. Si vous alliez laisser les gens avec une seule action aujourd'hui, une chose qu'ils peuvent faire pour nouer des liens plus étroits, bâtir une communauté plus résiliente, quel serait ce geste? Quand on pense à la théorie, que ce soit sentiment d'appartenance, l'inclusion, toutes ces choses, ce sont les résultats du développement d'interactions humaines. La technologie numérique est toujours un outil utile pour l'interaction, mais on sait d'une étude hum, qui s'est déroulée à Montréal pendant la pandémie, c'est que 89% de la communication est non verbale et on la perd, cette communication, par la technologie virtuelle. La technologie est un bon point de départ, mais comme dit Rebecca, on a besoin d'interaction en personne. Alors, quand je me demande ce qu'on doit faire et les choses simples qu'on doit faire, eh bien, il y a 3 ans, on a lancé une campagne qui s'appelait Parler à un inconnu. C'est la dernière semaine, troisième semaine de novembre chaque année, qui provenait d'une étude
mes collègues chercheurs aux États-Unis, au Canada, ont mené. Cette recherche montre que ceux et celles qui parlent à un inconnu au moins une fois par semaine sont trois fois plus heureux que ceux qui ne parlent pas aux inconnus. 97% des fois où on parle à un inconnu, les deux côtés sont contents que cette conversation ait eu lieu. Et quand les gens sont fâchés d'un inconnu, lorsqu'il leur parle, eh bien, cette colère s'estompe. Donc, parler à un inconnu euh, augmente l'inclusion, l'appartenance, la communauté, ça améliore tout. Le sentiment d'appartenance, le sentiment de sûreté. Alors, c'est très important. Alors que ce soit un collègue, camarade de classe, voisin, un parent, un ami, souvent on essaie de mettre les gens dans un carcan euh, et on détermine les solutions pour eux. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Les solutions sont autour de nous. Je peux dire bonjour à tel inconnu ou à cette autre personne. Quand on donne aux gens la vérité, les faits sur les liens sociaux, eh bien, ils comprennent. Je pense que parler à un inconnu, c'est un des éléments fondationnels de la société qui peut résoudre tous les problèmes qu'on essaie de résoudre. Ça va rendre la société tricotée plus serrée, euh, éviter la solitude. Et hier, Marianne, on ne se connaissait pas. Quelqu'un nous envoie un courriel et maintenant on est des amis parce qu'on a eu l'occasion de se parler. Et si on avait évité il y a 50 ans de dire aux gens si on avait évité il y a 50 ans d'enseigner aux jeunes de ne pas parler à un inconnu, eh bien on n'en serait pas là. Euh, Pensez à quelqu'un, un inconnu, qui est une apparence différente de vous, qui réagit différemment de vous, qui se comporte différemment de vous. Ça, c'est important de leur parler. Parce que ça peut créer une communauté plus sécuritaire, une société mieux rodée. En fait, c'est ce qu'on cherche tous et toutes. Alors, la clé, c'est de parler à un inconnu. C'est la médecine du cœur. Rebecca, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est aux prises avec la solitude ou qui se sent isolé, quel serait votre conseil? Je pense que j'en ai parlé quand je parlais du bénévolat ou de la façon d'aider les autres. Un de vos collègues de l'AXIM, Bureau national, a résumé la chose. Il y a beaucoup de données sur le fait que gens travaillent tout le temps, sur l'économie, surtout lorsque les gens sont des nouveaux arrivants, il faut une transition de vie au Canada. S'ils peuvent pas aller quelque part, s'ils ne peuvent pas se permettre des voyages ou d'intégrer certains cercles sociaux, eh bien, ça revient à une chose. Nous, en tant que leader, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment travailler en tant que bâtisseur de communauté pour aider ces gens? Ou en tant que personne élue comme Mme Smith, comment créer des espaces qui facilitent les liens entre les gens? Et ça nous ramène à l'aménagement urbain. L'aménagement urbain est important. Ça détermine comment les gens se réunissent, comment rendre le transport commun abordable pour que les gens puissent se réunir, venir et avoir des moments collectifs. Par exemple, quand on regarde un match des Blue Jays euh, aux séries, ça réunit partout au Canada. Mais comment faire en sorte que ces espaces collectifs soient bénéfiques et permettent d'éliminer les obstacles aux gens qui veulent se réunir. Il y a des endroits où c'est trop fort, il y a trop de bruit, la musique est trop forte. Il faut rendre les endroits euh, en fait, invitants pour que les gens puissent se réunir. Donc, ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est qu'il faut trouver un moyen de se rassembler. Comment est-ce qu'on se rassemble, chers concitoyens? On se rassemble d'une façon unis, responsables. Et quand vous sentez la solitude, c'est normal de chercher de l'aide.
C'est normal d'essayer de rejoindre quelqu'un de l'AXIM, communiquer avec un adulte en qui vous avez confiance. Dès que vous arrivez là, euh, c'est normal de vouloir de l'aide. Tout le monde peut être aux prises avec des cycles de santé mentale, de bien-être. Il ne faut pas se sentir coupable. Mais la solitude est une expérience humaine, universelle. Et quand vous commencez à vous sentir seul, le moment est venu de tendre la main à vos amis, votre famille. Si vous faites partie d'une communauté religieuse ou spirituelle, le moment est venu de tendre la main aux membres de cette communauté. Mes fils ont 13 ans et parfois ils veulent tendre la main à leur communauté sportive ou avec leurs amis en ligne. Et il ne faut pas éviter de le faire. Alors, tendez la main aux autres, soyez là pour les autres. Vous nous avez réunis pour qu'on en parle justement, pour que on continue d'en parler et qu'on puisse apporter du changement. Ce sont d'excellentes stratégies, des suggestions très utiles. Je pense que de continuer la conversation actuelle, comprendre que chacun et chacune a son rôle à jouer, c'est important. On a parlé d'aménagement urbain, ce sont des aspects de la réalité qui façonnent nos interactions sociales. Tout le monde doit participer à ça. Alors, j'aimerais, pour conclure, qu'on rêve. Pensons à l'an 2056. Je ne sais pas quel âge j'aurai à cette époque. À quoi ressembleront les liens sociaux? Comment est-ce qu'on va interagir et quel sera l'effet de ça? Donc, c'est l'état futur. À quoi ressemblera le monde qu'on est en train de créer? Paige, je vous laisse répondre en premier. Ensuite, Rebecca. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que ce soit une population qui comprend l'importance des liens sociaux et comprend que c'est un besoin fondamental qu'on a pour, en fait, en classe, au travail, dans la rue, dans les commerces, partout où on va. Si on a les connaissances, bon, on les a, on a les connaissances et maintenant il faut les matérialiser. On a ensuite 6 campagnes nationales qu'on exploite pour inciter les Canadiennes et les Canadiens à nouer des liens. Comme je l'ai dit plusieurs fois, depuis 50 ans, on dit aux gens de faire de l'exercice, mais on n'a pas résolu la crise de l'obésité. On a encore un manque d'options de mobilité. Donc, c'est pas parce qu'on a donné l'information que le travail est terminé. Il faut maintenant le faire, suivre ses conseils. Donc, c'était, en fait, on a une société qui, dans 50 ans, sera ici, a les connaissances pour améliorer les choses. Et c'est pas, ça revient pas seulement aux personnes qui souffrent de régler leurs problèmes. Tout le monde doit participer à cette initiative parce que tout le monde fait partie de la solution. Rebecca, en 2056, on peut en parler selon le point de vue de ce qui se passe à diverses couches. Il y a des micro-communautés, des quartiers. Le quartier est le centre de la vie. Même si c'est un petit quartier, on connaît nos voisins dans notre quartier. Comment engendrer ça dans nos communautés, ce sentiment d'appartenance à un quartier? On est membre de communautés artistiques, sportives, académiques. On a un ministère national de la solitude au Japon et au Royaume-Uni où on se concentre sur un pilier important de la communauté qui évolue constamment avec la technologie, avec les communautés, avec les changements de population pour s'assurer que chaque Canadienne, chaque Canadien a un sentiment d'appartenance dans sa communauté et a les ressources dont il a besoin pour participer à sa communauté. Ce sont des idées très inspirantes. Un ministère national de l'appartenance. Oui, c'est pour ça que vous êtes la PDG, oui. Merci à toutes et à tous de nous avoir fait part de vos idées.
C'est près de la fin de notre webinaire d'une heure. J'aimerais vous inviter toutes et tous. Il y a eu des commentaires très inspirants dans le chat. Je vous invite à poursuivre la conversation. Prenons cette discussion et portons-la à la prochaine interaction avec un collègue, un membre de la famille, au souper ce soir avec la famille, avec quiconque. Et parlons de la façon de changer le monde et renforcer le bien-être social. Ce sont ces petits gestes qui font toute la différence. Commençons aujourd'hui en disant bonjour à un inconnu et en relevant le défi. C'est d'une grande puissance. Je vous invite toutes et tous à continuer de travailler dans vos domaines. En santé mentale, on a beaucoup d'autres ressources. Si vous pensez à la semaine de la santé mentale, y trouverez de nombreuses idées pour maintenir la conversation, la poursuivre. Et on va aussi vous envoyer un lien vers un sondage pour vous inviter à nous faire part de vos commentaires, vos idées euh, pour l'avenir. Et il y aura aussi euh, une, FAQ. Alors, merci à la ministre Smith, Pete, Rebecca. On est reconnaissant pour votre inspiration, ce que vous nous inspirez, votre leadership, euh, Elliot et votre équipe, la Fondation Bellevue. Et merci de faire partie de l'avenir. Vous êtes en train de créer un avenir où on pourra réaliser ces projets. Euh, et merci pour la contribution financière de la Fondation. Merci pour cette belle annonce aujourd'hui. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir réservé ce temps dans votre horaire chargé, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, même si c'est en virtuel. C'est important de pouvoir se réunir, de pouvoir apprendre, croître et faire partie de ces conversations importantes. Et trouvons également un moyen de se réunir en personne et de faire que ces liens aient un impact bénéfique en vue d'améliorer la santé mentale pour tout le monde. Alors, j'ai hâte de continuer à avoir ces conversations. J'ai hâte qu'on puisse se rencontrer en personne. Alors, mais on reste en contact en virtuel également. Merci à l'équipe pour avoir organisé ce dialogue très intéressant aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir.